Et il y a donc un caractère inconditionnel de ce droit. Hein, ce vieux travailleur a gagné sa retraite par son travail. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle, c'est une forme de salaire indirect. Alors, bon, ce droit à la retraite que j'évoque n'est qu'un exemple, mais je pense très significatif, de tout un édifice de droits sociaux rattachés à la condition de travail et qui culmine d'ailleurs dans les années 60-70, et c'est ça qui a permis de sortir de la modernité libérale restreinte, hein, en généralisant, en démocratisant les conditions de l'accès à l'indépendance sociale. Et bon, cette citoyenneté sociale peut dès lors être considérée comme le pendant ou le complément de la citoyenneté politique. Un citoyen protégé des années 1960, par exemple, peut être considéré comme un individu qui jouit de l'ensemble des prérogatives de la citoyenneté, hein, dans le cadre de ce qu'on a appelé la société salariale. On a aussi appelé une société assurantielle. Et il reste bien sur les bords, comme ça, quelques individus ou quelques groupes qui ne sont pas entrés dans cette dynamique de la modernité, qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu. C'est ce qu'on appelle par exemple le quart-monde, une expression d'ailleurs un peu curieuse, hein, comme s'il y avait des îlots de sous-développement dans les pays entre guillemets développés, mais à l'époque, on pense en général que ce sont des îlots un peu archaïques en voie de résorption, mais dont on pourrait dire qu'ils sont encore des sous-citoyens, comme les prolétaires que j'ai évoqués des débuts de l'industrialisation étaient des sous-citoyens et même pas des citoyens du tout. Et alors, ce que je voulais suggérer à partir de ce détour historique, peut-être un petit peu long, c'est proposer, en tout cas à la discussion, deux points. D'abord, affirmer que démocratie politique et démocratie sociale ne sont pas du tout organiquement liées. Et la preuve, c'est que une citoyenneté politique peut exister sans qu'il y ait aucunement de citoyenneté sociale. Deuxièmement, citoyenneté politique et citoyenneté sociale peuvent sans doute se rapprocher, fonctionner ensemble et être un peu le pendant l'une de l'autre, mais néanmoins, l'une et l'autre renvoient à des conditions de possibilité toutes différentes. Et la citoyenneté sociale dépend de la consistance de la position sociale des individus, et plus précisément de leur inscription dans des formes d'organisation collective qui leur donnent des protections et des droits. Par exemple, le droit à la retraite, pour l'évoquer encore, eh bien, on peut dire, peut-être d'une certaine façon, c'est un droit individuel, parce que, le retraité touche sa pension et peut en disposer librement, mais ce droit découle du fait qu'il fait partie d'un ensemble professionnel, d'un collectif de travail dont l'importance sociale est reconnue, et c'est son appartenance à la condition collective de travailleur qui lui donne son droit à la retraite. Et on pourrait dire la même chose des autres droits sociaux. Dans la plupart des cas, il découle de ces formes d'organisation collective dans lesquelles les individus
sont inscrits. Et s'il n'y a pas de socle sur lesquels peut être bâtie la citoyenneté sociale, eh bien, il n'y a pas de citoyenneté sociale. Et on peut comprendre à partir de cela que la déstabilisation de ce socle puisse déstabiliser aussi les conditions de l'accès à la liberté, à la citoyenneté sociale. Et je pense que c'est ce qui s'est produit depuis le début des années 70, où on a commencé à parler de la crise, dont on a cru d'abord qu'elle était provisoire, mais dont on s'est enfoncé depuis. Et cette crise, entre autres conséquences, s'est traduite par un affaiblissement progressif de ces droits attachés à la stabilité de l'emploi, ce que les juristes appellent le statut de l'emploi. Alors, bon, je ne peux évidemment pas faire ici cette analyse, et on pourrait en discuter, mais il me paraît clair que la dégradation de la consistance du travail, avec en particulier le développement d'un chômage de masse et la précarisation des relations de travail, fragilise ce socle sur lequel sont construits les droits sociaux et la citoyenneté sociale. Et je pense que, bon, on pourrait interpréter ainsi en tout cas partiellement évidemment, le conflit récent autour de la réforme des retraites, parce que, bon, ce projet de réforme du droit des retraites a été décidé par le pouvoir politique, et à tort ou à raison, mais à mon avis d'ailleurs plutôt avec raison, il a été perçu par les principaux intéressés, les salariés, comme une menace, une remise en question de l'intégralité du droit à la retraite. Car ce droit à la retraite, au fond, est, me semble-t-il, d'autant plus valorisé aujourd'hui qu'il représente un point de certitude dans un univers de plus en plus incertain. L'univers du travail est de plus en plus incertain, y compris et peut-être surtout pour les jeunes, mais c'est sans doute pas pour rien qui se sont ralliés à cette revendication sur l'âge de la retraite. Pour eux, ça ne représente pas une expérience concrète. Par contre, ils ont le sentiment de la précarité, de l'incertitude de l'avenir, et ils, justement, sont peut-être d'autant plus attachés à, justement, ces points de certitude dans un univers du travail qui devient de plus en plus aléatoire. Ce qui pourrait rendre compte de cette mobilisation des opposants à ce projet de réforme, y compris d'un certain nombre de jeunes, dont la détermination a surpris la plupart des observateurs. Mais en même temps, donc, la manière dont les choses se sont passées révèle, semble-t-il, un déficit de démocratie sociale dans le fonctionnement de notre système politique. Parce que cette réforme a été décidée souverainement par le pouvoir politique, sans guère de concertation avec les partenaires sociaux, comme on dit, mais on pourrait remarquer que sur plus de 900 parlementaires qui ont voté cette loi, il doit y avoir moins de 20 députés ou sénateurs qui sont ou qui ont été ouvriers ou employés, catégorie qui
réunissent quand même la majorité des personnes directement concernées par la question des retraites. On pourrait remarquer aussi qu'il existe en France une troisième assemblée constitutionnelle, hein, qui est le Conseil économique et social, et qui, elle, représente des intérêts économiques et sociaux dans la diversité. Il y a les syndicats, il y a les chefs d'entreprise, il y a les représentants des associations, de la société civile, etc. Elle mène des débats souvent intéressants, elle produit des rapports très documentés, elle émet des documentations, et on pourrait dire que cette assemblée représente une forme de démocratie sociale, mais en fait, tout ce travail a très peu d'impact. Le poids vraiment du Conseil économique et social n'est pas à la mesure justement de pouvoir établir une espèce de contre-pouvoir au fonctionnement du pouvoir politique, même lorsque justement il est démocratiquement élu, a besoin, semble-t-il, d'être contrôlé et d'être alimenté par cette justement échange avec la société. Il y a Pierre Rosanvallon a écrit un livre très intéressant qui s'appelle la contre-démocratie. Et bon, la contre-démocratie, c'est pas le contraire de la démocratie, mais c'est un peu comme son envers qui lui est nécessaire et qui réside justement dans ces instances à la fois de contre-pouvoir, hein, comme par exemple, je sais pas, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, mais qui devrait fonctionner aussi, me semble-t-il, comme justement des instances qui alimentent ce lien avec la société civile. Alors, je vais m'arrêter là. Je suis conscient d'avoir été très schématique, et je pense que de toute façon on va en discuter. Et simplement j'ajoute que bon, je ne veux pas faire de l'antiparlementarisme, mais je suis évidemment attaché au suffrage universel, mais je crois que il me semble que dans notre système électoral, quand même, où une voix, un homme ou une femme, une voix. C'est-à-dire, c'est la prise en compte du citoyen comme individu complètement abstrait, complètement coupé de ses attaches sociales. Et d'ailleurs, c'est encore pire, j'allais dire, ou peut-être virtuellement dangereux, hein, dans un régime présidentiel, où finalement un seul homme ou une seule femme au fond, est censé représenter ce que Rousseau appelait la volonté générale. Alors je ne sais pas ce que Jean-Jacques Rousseau penserait de Nicolas Sarkozy comme le représentant quasi exclusif de la volonté générale, mais je pense qu'indépendamment de l'homme, de la personne, il y a quand même une question réelle, parce que justement ce fonctionnement, même s'il est démocratique, s'il est légitime, ce fonctionnement de la démocratie politique me paraît justement quasi exclure, ou en tout cas ne pas donner sa place à tout cet ensemble diversifié d'intérêts et de groupes sociaux sur lesquels justement pourrait prendre appui une démocratie sociale cette fois-ci.